Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède maintenant la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, 2019, le drame de la fillette de Granby. Tout le monde, collectivement, on s'est dit, prise de conscience, on ne peut plus abandonner nos enfants vulnérables. Commission Laurent, rapport important, beaucoup de recommandations en 2021 à mettre en application. Le gouvernement n'a pas répondu à l'appel. 2024, les scandales qui touchent la protection de la jeunesse. Janvier, Centre jeunesse à Laval, allégation de maltraitance. Mars, salle d'isolement qui ressemble à des cellules de prison DPJ de Laval. Avril, famille d'accueil de Val-Bélair, on a dénoncé une agression sexuelle, on n'a pas réagi, d'autres jeunes ont été agressés. Mai, l'isolement et la contention de jeunes hébergés en hausse dans les régions de Québec. Mai toujours, une Inuite de 16 ans placée dans plus de 64 foyers différents. Octobre, un nombre croissant d'unités de débordement injustifiées. Octobre toujours, DPJ Mauricie et Centre du Québec sous tutelle et Cité des Prairies, plein d'autres cas. Le ministre hier a dit, c'est sûr que je parlais à chaque semaine, si ce n'est à chaque jour, à la directrice nationale de la protection de la jeunesse. Il lui parlait à chaque jour, Madame la Présidente. Il n'a jamais vu en 3 ans ce qui se passait. Il parle d'un changement de culture. Il parlait de quoi à chaque jour? Pourquoi n'a-t-il pas agi? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, effectivement, est arrivé un drame à Granby. Puis, suite à ce drame, il y a eu une commission qui a été mise en place, dirigée par Régine Laurent, qui a fait une série de recommandations. Elle-même, elle a dit que ça devrait prendre environ 10 ans pour changer la culture, puis mettre en place toutes les recommandations. Le ministre responsable des services sociaux a commencé à mettre en place ces recommandations. Et, Madame la Présidente, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des pratiques dans certains centres jeunesse qui ne sont pas des bonnes pratiques. Donc, le chef de l'opposition officielle parle de la façon de faire de l'isolement avec des jeunes, la façon de faire de l'adoption de jeunes. Bon, il faut quand même, puis c'est jamais noir ou blanc. On a d'ailleurs adopté un projet de loi qui dit que ça devrait être toujours d'abord l'intérêt de l'enfant, avant même l'intérêt de la famille biologique, si je peux dire. Donc, Madame la Présidente, on s'est rendu compte que la directrice nationale, qui est celle qui devrait être responsable de s'assurer qu'on a les bonnes pratiques dans les centres jeunesse, bien, défendait plus les directeurs ou directrices des différents centres jeunesse. Et donc, il y a une nouvelle personne qui a été nommée. Le ministre aura l'occasion de la présenter aujourd'hui. C'était quelqu'un qui était sur la commission Laurent, qui a à cœur les enfants. Puis on pense que cette personne va avoir plus d'autorité pour s'assurer que dans chacun des centres jeunesse... Première complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre vient de dire que la responsable, c'était Madame Lemay. Madame Lemay qui agissait pas bien. Madame Lemay qui ne faisait pas son travail et qui a justifié son congédiement lundi de cette semaine. Mais le problème, c'est que le ministre qui est responsable puis qui l'a dans le titre, mais on voudrait qu'il l'ait dans les faits, il lui parlait à chaque semaine, il a même dit lui-même à chaque jour. Les cas sont nombreux et ça fait 6 ans, il débute sa 7e année. Ce matin, c'est les triplés qu'on voulait séparer. Quand le premier ministre va prendre ses responsabilités? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, il y a une quarantaine de centres jeunesse au Québec. On doit s'assurer que dans chacun des centres jeunesse, il y ait un directeur ou une directrice compétente qui s'assure aussi de bien superviser le travail, superviser les pratiques. Tout le monde va convenir que ce n'est pas à un ministre d'aller s'assurer des pratiques dans chacun des établissements. C'est à la directrice nationale de le faire. Malheureusement, ça n'a pas été fait suffisamment. Le ministre, entre autres en Mauricie, a dû insister pour mettre en tutelle un centre jeunesse. Donc, Madame la Présidente, je pense que les choses vont... Deuxième complémentaire.
Madame la Présidente, là-dessus, ça, je vais le donner au ministre. Le ministre a été plus lucide et a été plus direct. Quand il a reconnu cette semaine, j'ai cessé de rencontrer les DPJ personnellement chaque mois. J'aurais dû continuer à le faire. Je vais m'asseoir à la table avec eux pour être au courant. Ça, c'est une chose. Lui-même, le ministre l'a reconnu, qu'il avait cessé de faire ses responsabilités, de mettre en pratique ses responsabilités. Le premier ministre, face à ça, il fait quoi à ce temps que Mme Lemay a quitté, Madame la Présidente? Et qu'est-ce qu'il lui disait, le ministre, quand il la rencontrait à tous les jours? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, ce n'est pas au chef de l'opposition officielle d'évaluer les pratiques dans chacun des centres jeunesse. Ce n'est pas au ministre non plus. Il faut se fier sur des experts, des personnes qui ont été formées puis qui ont de l'expérience dans le secteur. Ce n'est pas blanc ou noir de savoir est-ce qu'on isole dans un local un enfant, un jeune pour une période de temps. Comment évalue-t-on une famille éventuelle d'accueil pour adopter un enfant? Ça prend des experts, mais il faut aussi avoir le courage, à un moment donné, de dire quand il y a des directeurs, des directrices qui n'ont pas la compétence, bien, il faut les remplacer. Troisième complémentaire. Le premier ministre dit que ce n'est pas au chef de l'opposition officielle de déclarer que le tout est noir ou tout est blanc. Madame la Présidente, je viens de vous dresser. C'est un article de la presse de ce matin, Gabriel Duchesne, de l'équipe d'enquête. Le tableau en protection de la jeunesse, il est noir, Madame la Présidente. Le tableau est totalement noir. Le premier ministre dit que ce n'est pas notre travail d'évaluer les pratiques. On le constate, ça ne marche pas. Il doit y avoir un changement de culture. Il est dans sa 7e année, puis c'est pire que pire. Alors, nous, notre travail, c'est d'évaluer le ministre et le premier ministre, puis on constate que le ministre est plus protégé parce que c'est son ami. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir réussi à réunir une équipe extraordinaire. Autant je parle des ministres que des députés. J'ai eu des centaines de rencontres pour convaincre des gens de venir en politique. Ce sont des gens compétents, ce sont des personnes qui sont au service des Québécois, qui sont là pour les bonnes raisons. Et je ne me gênerai pas pour dire que oui, j'en ai recruté une bonne partie de l'équipe de la CAQ. Je suis très fier de ça. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Robert Baldwin. Merci, Madame la Présidente. Je suis bouleversée. 3 petits triplés ont failli être arrachés l'un des autres en raison de l'ineptie de la DPJ. Encore. Le ministre n'est pas écœuré que tous ces enfants soient victimes de négligence d'un réseau de la protection de la jeunesse qu'il prétend contrôler. Moi, je suis écœurée. Malgré des signaux d'alerte répétés, aucune intervention n'a été faite pour prévenir cette tragédie. Hier, le ministre a même refusé de commenter l'affaire. Encore une affaire qu'il ne savait pas. Voyons donc, c'est ridicule de toujours la voir se réfugier sous le silence. Est-ce que le ministre peut admettre enfin que son inaction depuis 6 ans ébranle sincèrement les vies de plusieurs enfants les plus vulnérables? La réponse, oui, du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Robert Baldwin de sa question, mais je l'invite quand même à un peu de prudence. J'ai fait les vérifications requises et ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a jamais eu de demande d'adoption. On parlait plutôt d'un déplacement de famille d'accueil. Donc, je ne commenterai pas sur ce dossier particulièrement, Madame la Présidente. La bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, les enfants sont avec la maman et que les organismes communautaires et l'établissement s'en occupent. Mais Madame la Présidente, là où je suis d'accord avec la députée de Robert Baldwin, c'est qu'il y a un enjeu de transparence au niveau de la protection de la jeunesse et que l'établissement en lien aurait dû aller de l'avant. Mais dans la loi, actuellement, la personne qui peut faire vérifier ces deux côtés de la médaille, c'est la directrice nationale de la protection de la jeunesse. Et la raison pourquoi on a une nouvelle directrice nationale de la protection de la jeunesse, c'est que la personne qu'on vient de nommer actuellement, Mme Hill, est prête à faire ce travail dans tous les dossiers et travailler avec moi pour améliorer la fameuse culture à la protection de la jeunesse. En terminant. Une culture qu'on veut transparente. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Culture qui n'a jamais changé en passant sous votre gouverne.
La crise de confiance autour de la protection de la jeunesse atteint un sommet inquiétant, Madame la Présidente, dans le dossier des triplés. Malgré des signalements multiples, le système a échoué, laissant ces petits êtres fragiles dans une situation tragique et intenable. Absence de coordination, manque de ressources criants, DPJ blâmé encore une fois par le tribunal. Quand la protection de la jeunesse cessera-t-elle d'être un échec? Et je vous rappelle que vous adressez directement à la présidence. La réponse du ministre. Madame la Présidente, comme j'ai dit plus tôt cette semaine, l'échec, il a débuté en 2015 quand on a changé la loi avec la loi numéro 10 de ce gouvernement, de cet ancien gouvernement, Madame la Présidente. Hein? Alors, c'est là que ça a commencé. La fusion syndicale qui a fait que les employés ont fui vers d'autres services, Madame la Présidente. C'est là que ça a commencé. C'est là qu'on a commencé à avoir la difficulté à recruter des gens à la protection de la jeunesse, Madame la Présidente. C'est là que ça a commencé. Alors, moi, je me garderai une petite gêne. Moi, je travaille dans le sens pour d'améliorer la qualité de vie des enfants. C'est important, Madame la Présidente. C'est un sujet très sensible. Il faut y aller avec modération. Comme je vous dis, on va vérifier les faits. On va vérifier les faits. La nouvelle directrice nationale est là pour ça. Merci, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Présidente, on nous dit qu'il existe un système pour protéger les enfants, mais toute cette histoire en montre les failles dramatiques. Malgré les alertes répétées, la situation n'a fait que s'empirer, laissant des traces de négligence. Les intervenants eux-mêmes expriment leur grande frustration face aux lenteurs administratives et au manque de suivi. Monsieur le ministre, que répondez-vous aux familles qui ont perdu toute confiance en vos services? Et à nouveau, je vous rappelle que vous passez par la présidence pour poser votre question. Monsieur le ministre, votre réponse. Mais Madame la Présidente, on a mis sur pied plein de choses pour améliorer la jeunesse au Québec. Agir tôt, les programmes de santé mentale pour les jeunes, les aires ouvertes, les programmes au niveau de la parentalité, le programme pour soutenir les parents. Madame la Présidente, on a mis plein de programmes pour que les gens améliorent leur accès aux services en santé des jeunes. C'est 137 000 signalements par année. C'est la première fois en 10 ans l'an dernier que les signalements ont diminué d'une année à l'autre. Ça, c'est grâce à tous les programmes qu'on a mis sur pied, Madame la Présidente. Puis, oui, il faut regagner la confiance, et c'est pour ça qu'on a une nouvelle directrice nationale qui va travailler avec nous pour plus de transparence. Excellent. En question principale, je reconnais à nouveau la députée de Robert Baldwin. Madame la Présidente, la DPJ Mauricie, Centre du Québec, a déjà été mise sous tutelle en raison d'une très mauvaise gestion des dossiers des enfants confiés en adoption dans la région. Ce matin, la suite de la tragédie de la petite Alice et sa famille. L'histoire de cet enfant vulnérable, laissé sans protection adéquate et malheureusement représentative des failles criantes dans notre système de protection de la jeunesse. Sous la direction du ministre des Services sociaux, on a promis maintes réformes et pourtant des drames comme celui d'Alice continuent de se produire. Comment le ministre peut-il affirmer qu'il a le contrôle de son réseau alors que des enfants comme Alice sont toujours laissés pour compte? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Bien, Madame la Présidente, dans le cas du dossier de Mauricie Centre du Québec, on a agi promptement en mettant la DPJ sous tutelle. Et ça, personne ne peut le nier. Madame la Présidente, en plus, dans ce dossier-là, on a demandé de réviser les dossiers. Et on attend la révision du dossier de cette jeune fille-là. Et encore une fois, maintenant qu'on a une directrice nationale qui est prête à réviser les dossiers, on va voir les deux côtés de la médaille dans cette histoire-là. Il faut aller au fond des choses, il faut faire les choses avec transparence, et ça, c'est très important, Madame la Présidente. Maintenant, pour ce qui est de la suite des choses, moi, je pense qu'il faut soulever toutes les pierres et s'assurer que les pratiques soient les meilleures partout au Québec. Et ça encore, c'est le rôle important de la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Madame la Présidente. Donc, on va travailler ensemble, elle et moi, pour améliorer la qualité des services, pour améliorer l'accès aux services. Et au cours des prochaines années, Madame la Présidente, on va voir une différence dans la culture au niveau de la protection de la jeunesse. Première complémentaire. Madame la Présidente, il y en a combien de petites Alice sous la gouverne du ministre? Et en raison du fait qu'il n'a pas agi. Face à l'inertie ministérielle, des enfants en détresse se retrouvent exposés à des situations traumatisantes. Et pourquoi? Pour protéger le système.
Comment le premier ministre peut-il continuer de minimiser les failles dans le réseau de son ami le ministre de la Protection de la jeunesse? La réponse du ministre. Donc, qui a lancé la commission Laurent, c'est notre gouvernement, qui a changé la loi de la protection de la jeunesse, qui a mis l'enfant au centre de la loi, c'est notre gouvernement, qui a décidé de changer les choses, c'est notre gouvernement, Madame la Présidente. Je ne baisserai jamais les bras pour aider les enfants, Madame la Présidente. Il a fallu faire des changements difficiles au niveau de la direction nationale. On les a faits, on regarde de l'avant, les choses vont s'améliorer et on va être sûr de mieux encadrer nos gestionnaires qui ont tendance à fermer les yeux. Je l'ai dit, on va aller partout où enquête devra être faite. Deuxième complémentaire. Les choses, Madame la Présidente, n'ont pas changé dans les dernières 6 ans. C'est même pire. Combien de vies brisées et de familles déchirées faudra-t-il avant que le gouvernement n'assume ses responsabilités? C'est au nom de ces familles que je me lève aujourd'hui. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour regagner la confiance des familles et des enfants du Québec? Je vous rappelle, Madame la députée, que vous posez votre question à la présidence. La réponse du ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment s'assurer que le système soit transparent. Et ces 137 000 signalements par année que ces intervenantes gèrent, la plupart d'entre elles font bien leur travail. On a nommé 10 cas de trop où les choses ont été mal gérées. Mais c'est pour ça qu'il faut s'attaquer à ces problématiques-là, aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là et s'assurer que les corrections soient faites. Il faut que quelqu'un puisse regarder les dossiers, revirer toutes les pierres et décider qu'est-ce qui va arriver. C'est pour ça qu'on a également nommé le commissaire, pour que les individus aient accès à quelqu'un directement, et il va être nommé sous peu, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de l'Acadie. Madame la Présidente, ce matin, je veux vous parler des coupes en francisation. Moi, j'ai parlé de tronçonneuse. Le journal Le Soleil titrait « La francisation passe à la hache à Lévis ». Hache ou tronçonneuse, dans les deux cas, ça coupe. Permettez-moi de citer le ministre de l'Éducation, c'est sa circonscription. On est conscient que c'est une période d'adaptation et de changement. Méchant changement, ça coupe dans les Basses-Laurentides, en Abitibi, à Québec, à Sherbrooke, en Beauce, à Montréal, partout. Évidemment que ça coupe dans les centres de services scolaires parce que le financement déterminé par le ministre l'a été en fonction de la clientèle déclarée pour 2020-2021. C'est des gens qui sont anxieux, qui sont désespérés, qui veulent se franciser, qui ont besoin de services. Le gouvernement est incapable de donner des services à la population. Quand le ministre va-t-il réajuster ses budgets? Parce qu'au Québec, c'est en français que ça se passe. La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Madame la Présidente, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, donc on va y aller sur les mêmes thèmes. Le Parti libéral, il veut y aller avec des synonymes, alors on pourrait dire chaos ou fiasco. Le mot retenu par la vérificatrice générale pour qualifier la gouvernance libérale de la francisation, c'était fiasco, définition de fiasco, échec complet notoire. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire la leçon. Ceux qui francisaient environ 20 000 personnes par année veulent critiquer un gouvernement qui francise entre 75 et 80 000 personnes par année. Ceux qui refusaient la francisation aux immigrants temporaires trouvent que nous ne francisons pas assez d'immigrants temporaires. Je pourrais continuer comme ça, Madame la Présidente, mais écoutez, ça n'a pas de sens. Nous avons adopté la loi 96. Avez-vous voté en faveur de cette loi-là? Parce que c'est la loi qui créait Francisation Québec. Donc, Francisation Québec, qui vient gérer et assurer des services de francisation, qui vient améliorer les services. Vous étiez contre Francisation Québec. Vous trouvez aujourd'hui que nous n'en faisons pas assez. Madame la Présidente, c'est n'importe quoi. Je vous rappelle, Monsieur le ministre, que vous adressez à la présidence. Première complémentaire. Oui, Madame la Présidente, j'aurais tellement aimé que le ministre réponde à ma question. C'est un enjeu important au Québec présentement. Parlons-en des listes d'attente en francisation. Des chiffres en date d'octobre 2024, très récents.
Montréal, 19 286 en liste d'attente. Montérégie, 5 361. Lanaudière, 592. Abitibi, 175. Total, 33 376. Quand le ministre va-t-il agir, Madame la Présidente? La réponse du ministre. Mon collègue était sur les mots. J'ai répondu sur les mots et sur les chiffres. On va y aller sur les chiffres. L'an passé, entre le 1er juin et le 30 septembre 2023, les centres de services scolaires ont francisé 13 591 personnes. Cette année, en 2024, même période, 1er juin au 30 septembre 2024, les centres de services scolaires ont francisé 32 040 personnes. L'an passé, nous avons francisé entre 75 et 76 000 personnes. Cette année, nous allons faire encore mieux. Mais Madame la Présidente, on ne peut pas franciser 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 personnes par année. La demande est trop élevée parce qu'il y a trop de résidents temporaires non francophones sur le territoire québécois. Qu'en dit mon collègue? Deuxième complémentaire. Oui, alors, j'attends encore la réponse à ma question. J'invite le ministre à parler à son collègue au fédéral. Ça pourrait aider. Ça serait bon. Mais au-delà des chiffres en francisation, il y a aussi des gens, et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des gens qui ne sont pas capables de se faire franciser présentement, qui veulent avoir accès à des cours. Que répond le ministre à Esperanza? Un article important dans Le Soleil qui disait qu'elle veut absolument être francisée, mais qu'il n'y a aucune place pour elle. Ça ne fonctionne pas. Quand le ministre va-t-il agir? C'est bruyant à droite, là. Monsieur le ministre, je veux vous entendre. Madame la Présidente, dans les premiers jours où j'ai pris ce portefeuille important, pris une décision, réallouer des sommes. Je pense que les gens ont dénoncé ça parce qu'eux, ils pensent que l'argent pose dans les arbres. Mais j'ai réalloué des sommes pour faire plus avec les mêmes dollars, diminuer certaines allocations pour créer 15 000 places de plus, franciser 15 000 places de plus cette année et l'an prochain et les années qui suivent, pour en faire davantage avec l'argent que nous confient les Québécois, parce que c'est vrai, les besoins sont importants. Mais l'année n'est pas terminée. Nos budgets ne sont pas épuisés. D'ailleurs, nos budgets sont en augmentation de plus de 15 % cette année. On va continuer d'annoncer de nouveaux cours. J'ai hâte que mon collègue souligne. En question principale, je reconnais maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Quand on pense qu'un enfant est maltraité au Québec, qu'est-ce qu'on dit aux Québécois? On leur dit, faites un signalement à la DPJ. Parce que c'est le système qu'on s'est donné au Québec pour prendre soin des enfants qui sont les plus fragiles, les enfants qui ont été abandonnés par leur famille ou par la société. Mais quand on voit ce qui se passe à la DPJ, quand on voit combien d'enfants sont maltraités par la DPJ elle-même, qu'est-ce que les Québécois retiennent? Quel impact ça a sur le lien de confiance envers notre système de protection de la jeunesse? C'est ça dont il est question depuis le début de la semaine. La responsabilité d'un ministre responsable de la protection de la jeunesse, c'est de s'assurer de la confiance. Ça fait 6 ans que le ministre est en poste. C'est quoi son bilan? C'est scandale après scandale après scandale après scandale. Le lien de confiance entre les Québécois et la DPJ, il est en train de se briser sous nos yeux. Et le ministre responsable, lui, il n'en prend aucune responsabilité. Ma question pour le premier ministre, qu'est-ce que ça prend au Québec pour qu'un ministre démissionne? La réponse du premier ministre. Bon, Madame la Présidente, donc, on a un chef du deuxième groupe d'opposition qui semble prétendre là, que lui, il saurait quoi faire. Tu sais, c'est quoi les pratiques d'isolement des jeunes qu'on devrait avoir dans chaque centre jeunesse? C'est quoi les pratiques qu'on devrait avoir dans l'adoption de certains jeunes? Lui, là, il serait capable, tu sais, avec toute son expérience de vie, il serait capable de gérer ça. Madame la Présidente, les pratiques qui sont utilisées dans les centres jeunesse, dans la majorité des cas, sont correctes, mais il y a trop de cas où les pratiques ne sont pas acceptables. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place, on a créé un poste de directrice nationale qui
doit s'assurer que les directeurs, directrices des 40 centres jeunesse s'assurent des bonnes pratiques, supervisent les employés, agissent quand ça ne marche pas. On s'est rendu compte, malheureusement, que Mme Lemay n'était pas la bonne personne. Donc, on a nommé une nouvelle personne, qui est Mme Leslie Hill, qui va être responsable de s'assurer qu'on a les bonnes pratiques dans chacun des 40 centres jeunesse. Madame la Présidente, encore une fois, le chef de Québec solidaire se drape d'un grand drap blanc, puis pur, et puis il y a juste lui qui veut s'occuper des enfants, puis qui veut s'assurer que tous les enfants mangent, et puis que nous, on est des méchants. Madame la Présidente. Première complémentaire. Le premier ministre a raison sur une chose. Contrairement à lui, moi, ça fait pas 25 ans que je fais de la politique. Par contre, je suis un père de famille, je suis un citoyen du Québec, je suis un député de l'opposition, puis comme tous les députés de l'opposition depuis le début de la semaine, ce que je fais, c'est mon travail. Porter l'indignation des Québécois puis des Québécoises, dont ça brise le cœur de voir des enfants maltraités dans un réseau de services publics qui devrait en prendre soin. Puis comme tous les Québécois, je sais reconnaître un gouvernement qui se lave les mains de ses responsabilités quand j'en vois un. Monsieur le leader du gouvernement, si vous avez une question de règlement, laquelle est-elle? Lavez les mains. Vérifions donc. Devrait être au lexique, effectivement, Madame la Présidente. Je suis de... Maintenant, c'est beau, monsieur le leader du gouvernement, vous pouvez vous rasseoir. On reprend notre calme, ce n'est pas une question de règlement. La critique peut parfois déplaire, mais elle est permise. La réponse du premier ministre. Les mains sales. Oui, Madame la Présidente, moi aussi, je suis un père de famille. J'ai 2 garçons. Puis, moi et mon épouse, on est très préoccupés par les problèmes que vivent des jeunes. D'ailleurs, mon épouse, régulièrement, va souper avec des jeunes de la DPJ pour pouvoir essayer de les encourager à sortir de ce cercle vicieux. Madame la Présidente, moi, je n'accepte pas que le chef de Québec solidaire prétende qu'il est le seul ici à se préoccuper des jeunes. On est tous préoccupés des jeunes. Le ministre responsable des services sociaux a réduit les listes d'attente malgré l'explosion de cas qu'on a vécu au Québec. Donc, on fait des efforts, puis on va continuer. Deuxième complémentaire. On le voit tous que le ministre il est bouleversé quand il lit un scandale dans les journaux. Mais le travail d'un ministre, c'est pas d'être bouleversé après les faits, c'est d'agir pour faire en sorte que les mêmes faits arrêtent de se reproduire à répétition. Ça fait 6 ans qu'il est responsable de la protection de la jeunesse. Ça fait 6 ans que ça empire. Qu'est-ce que ça prend au Québec pour qu'un ministre démissionne? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, on a commencé à le faire, entre autres, dans le réseau de la santé. Quand il y a un dirigeant d'un établissement qui ne supervise pas bien les services, on le congédie, Madame la Présidente. Je ne pense pas que Québec solidaire serait le genre de parti à imposer des actions fermes pour s'assurer que les services sont bien rendus. Bien, on doit s'assurer que la directrice nationale ait ce courage-là, et c'est ce qu'on va faire avec Mme Hill. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, devant tous les scandales qui s'accumulent, le ministre ne nous a pas convaincus qu'il saisissait l'urgence sur la crise nationale de la DPJ. Qu'il soit peiné, choqué, troublé, dégoûté, certes, je le crois. Qu'il soit dépassé, à bout de ressources, sans appui, je le crois aussi. J'ai essayé de collaborer avec le ministre, Madame la Présidente, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. On n'a pas encore de commissaire au bien-être des enfants et on n'avance pas suffisamment sur le rapport Laurent. Je voudrais faire plus, tellement plus,
Parce que je supporte plus de lire les horreurs qui accablent les enfants vulnérables au quotidien dans notre revue de presse. C'est rendu un supplice quotidien pour moi et pour tout le Québec. Je voudrais faire plus, tellement plus, mais au final, c'est pas moi qui porte la responsabilité ministérielle, c'est le ministre. Va-t-il prendre la seule décision qui s'impose et démissionner? La réponse du ministre responsable des Services sociaux. Madame la Présidente, je l'ai clairement dit, non, je ne démissionnerai pas. Soyons clairs là-dessus. Maintenant, Madame la Présidente, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est appliquer la carte de route que le rapport Laurent nous a donnée, Madame la Présidente. Et c'est ce qu'on fait. Le rapport Laurent nous a demandé d'agir d'abord et avant tout en amont. Il y avait une hémorragie importante en amont. Il y avait des listes d'attente qui, d'année en année, augmentaient. Des enfants qui étaient en détresse et qui n'étaient même pas évalués, Madame la Présidente. Et c'est la première chose sur laquelle on s'est attardé. Et quel est l'impact de ça? On a produit de nombreux programmes pour nos jeunes. Et là, on commence tranquillement à voir nos listes d'attente diminuer, Madame la Présidente. Ensuite, il a fallu s'attaquer au programme, à l'évaluation à la protection de la jeunesse. Et ce qu'on a fait, et là aussi, les choses s'améliorent. Maintenant, il faut s'attaquer au centre de réadaptation. C'est l'étape qui est faite. On vient de lancer le chantier, Madame la Présidente, et on va le faire promptement. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, le comité de suivi nous dit qu'à ce rythme-là, ça va prendre 20 ans. 20 ans pour mettre en place le rapport Laurent. C'est une génération complète qui est sacrifiée. Et le ministre, de l'autre côté, il nous vante son bilan. Son bilan qui, au quotidien, nous amène les articles de presse qui nous ont amenés ici dans la crise nationale de la DPJ. Et c'est ça la réponse. On vante ce qui a déjà été fait. Voyons donc. Quand est-ce que le ministre va prendre ses responsabilités puis démissionner? La réponse du ministre. Alors, Mme Hill, qui est une des signataires du rapport, a dit elle-même que plusieurs choses ont été faites, Madame la Présidente. Et oui, quand il y a urgence, on est sur le terrain, Madame la Présidente. Moi, j'y vais sur le terrain régulièrement. Je suis allé visiter le Mont-Saint-Antoine récemment. Chaque année, je vais faire le tour des DPJ à travers le Québec, Madame la Présidente. Et les problèmes qui nous sont signalés sont réglés. Maintenant, ce qu'il faut régler, c'est un manque de transparence. Et pour ça, il faut que la personne qui a le pouvoir d'aller dans les dossiers, il faut comprendre que le ministre n'a pas ces pouvoirs-là. Là. Il y a des enjeux de confidentialité. La personne qui a ces pouvoirs-là, c'est la directrice nationale. Et maintenant, celle qu'on a nommée va faire ce travail-là. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, Madame le ministre, c'était sa directrice nationale. C'était son choix. Madame la Présidente, les Québécois sont inquiets. Les Québécois comprennent l'urgence. Les Québécois veulent de l'action. Ils veulent que ça se règle. Les Québécois veulent mieux, beaucoup mieux, pour nos enfants qui souffrent. Le ministre ne veut pas démissionner. J'adresse ma dernière question au premier ministre. Qu'attend-il pour nommer un nouveau ministre responsable de la DPJ? La réponse du ministre. Je vais me permettre de prendre la réponse, Madame la Présidente. Clairement, on est en train de changer les choses de façon importante. La réforme, là, elle devait prendre 10 ans à s'effectuer. On a dit qu'on allait le faire en 6 ans. Je rencontre le comité de suivi pour leur montrer tout ce qui a été fait. C'est sûr que s'il se fie à ce qui est sur le site Web, Madame la Présidente, c'est difficile de voir. Juste les 250 recommandations du rapport Laurent ne sont pas liées avec une action, chacune d'entre elles. Donc, on va s'asseoir ensemble, on va voir ce qui est fait, on va voir ce qui est à faire, et ce qui est à faire va être fait promptement. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, pire que Jean Charest, pire que Philippe Couillard. Le bilan en immigration de ce gouvernement en ce qui a trait à la perte de contrôle, à l'absence de la planification de l'immigration est le plus désastreux de l'histoire du Québec et le nouveau document que vient déposer le ministre ce matin le confirme. Après avoir dit en campagne que dépasser des seuils de 50 000, ce serait suicidaire, la CAQ nous annonce ce matin qu'elle est rendue à 70 000 pour l'année 2025, potentiellement plus si on ajoute les immigrants investisseurs comme on le devrait. Qui est responsable de ce fiasco?
Bien, c'est la ministre de l'Économie qui, à l'époque, était ministre de l'Immigration. C'est aussi le premier ministre qui, par sa passivité, l'absence de suivi dans les dossiers, n'avait aucune idée de ce qui était en train de se passer dans son propre gouvernement. Parce qu'il y a un an, la ministre de l'Économie enlevait les seuils sur le PEC, et à l'époque, on était à 6 500. Qu'est-ce qu'a répondu le Parti québécois à plusieurs reprises? Évidemment que s'il n'y a aucune limite, le chiffre va exploser. Résultat, aujourd'hui, on est rendu à 15 000. Souvenez-vous que ce que nous disait le premier ministre, on n'a pas brisé notre engagement, c'est 50 000, mais là, les 6 500 du PEC sont à part, les 5 000 des gens d'affaires sont à part. La vérité, c'est qu'on est environ à 70 000. Ma question est pour la ministre de l'Économie. Est-ce qu'elle peut se lever en cette Chambre et reconnaître qu'elle a induit en erreur tous les Québécois sur les seuils d'immigration? Attention à ce que vous venez de dire. Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous écouter. Madame la Présidente, le chef du troisième ordre d'opposition ne peut pas faire ça. Ce sont des propos blessants. Et surtout, on doit prendre la parole d'un collègue en cette Chambre. Alors, Madame la Présidente, il devrait retirer ses propos. En fait, je vous dirais, Monsieur le chef, que les propos que vous venez de dire nécessitent une procédure avec un avis et des conséquences. Donc, je vous invite à les retirer si vous ne voulez pas suivre la procédure. Vous les retirez? Bien. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, le chef du Parti québécois, encore une fois, essaie de réécrire l'histoire. Rappelons-nous, puis je sais que vous étiez là en 2018, la CAQ disait « ça prend moins d'immigrants. Il faut en prendre moins, mais en prendre soin ». Le PQ, à l'époque, se moquait de nous autres, se moquait de la CAQ en disant « bien, voyons donc, ça prend un comité d'experts, comment ils peuvent dire qu'il faut réduire le nombre d'immigrants? » Or, quelques années plus tard, qu'est-ce qui arrive? Le chef du PQ change d'idée et dit essentiellement la CAQ qui veut réduire le nombre d'immigrants de 50 % ils ont raison. On est maintenant d'accord avec ça. Le même chef qui disait, Madame la Présidente, le déclin du français, ça n'existe pas, bien aujourd'hui, il nous dit oui, ça existe, le déclin du français, puis il faut agir. Madame la Présidente, par contre, dans le plan que le chef du PQ a déposé lundi, ça ne se tient pas debout. Ça ne se tient pas debout. Il nous dit qu'il faut réduire de 50 % le nombre d'étudiants sans affecter les programmes dans les régions. Madame la Présidente, c'est impossible. C'est du travail d'amateurs. C'est une gang d'amateurs qui ont déposé le projet lundi. Donc, Madame la Présidente, oui, au total, on veut réduire de 50 %. La majorité, ça passe par le gouvernement fédéral, puis c'est pas avec un référendum sur la souveraineté qu'on va trouver des solutions. Attention aux propos. Première complémentaire. Donc, parlant d'amateurisme et de réécrire l'histoire, l'élection de 2022, ça fait pas longtemps, là. Le Parti québécois prônait 35 000 par année, notamment en raison du recul du français sous la CAQ. François Legault, le premier ministre, a dit 50 000, plus que ça, ce serait suicidaire. Est-ce qu'il peut aujourd'hui se lever et désavouer sa ministre qui a brisé l'une de ses plus importantes promesses? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, d'un côté, on a 60 000 immigrants permanents, puis de l'autre côté, on est rendu à 600 000 immigrants temporaires. Où pensez-vous que c'est urgent d'agir? Sur les 600 000. Sur les 600 000, il y en a 70 % que c'est contrôlé par Ottawa. Donc, ce n'est pas le gouvernement du Québec. Dans le 30 % de temporaires qui est contrôlé par le Québec, la grande partie, c'est des étudiants. Puis, le PQ veut s'attaquer aux régions du Québec. Je ne comprends pas que le député de Matane laisse faire ça en coupant 50 % des étudiants dans les régions du Québec. Silence. Deuxième complémentaire. Je suis content que le premier ministre, Madame la Présidente, aborde la question de l'immigration temporaire, parce que non seulement ce gouvernement a été absolument incohérent sur les seuils permanents, mais les temporaires sous l'égide de la CAQ sont passés à un peu plus que 100 000 au début de leur mandat, à au-dessus de 600 000 aujourd'hui.
Bonne nouvelle que le premier ministre vient d'allumer sur ça. Quelles sont les mesures? Où est la planification? Quels chiffres? Quels documents? Aucune planification, Madame la Présidente, et c'est ça les résultats. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on a des discussions actuellement avec le gouvernement fédéral pour réduire le programme, entre autres, qu'on s'appelle le PMI. Ils sont ouverts à le réduire de façon importante. C'est là qu'il faut agir dans les immigrants temporaires. Or, qu'est-ce que propose le PQ? Faire un référendum sur la souveraineté, Madame la Présidente. Donc, on va attendre un référendum sur la souveraineté pour réduire le 600 000. C'est pas sérieux. Il faut agir rapidement. Puis moi, contrairement au chef du PQ, ça fait longtemps que je dis que je t'inquiète du déclin du français. J'ai jamais, comme le chef du PQ, nié qu'il y avait un déclin du français au Québec. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Jérôme. Madame la Présidente, au début du premier mandat, le gouvernement a beaucoup blâmé les libéraux. Ensuite, la pandémie. Maintenant, c'est l'immigration. On ne voit pas la transformation numérique alléger la lourdeur du gouvernement ou des institutions publiques. Est-ce que c'est l'immigration, le problème? Toutes les provinces sont revenues au niveau d'avant la pandémie pour les chirurgiens en attente, sauf le Québec. Les hôpitaux prennent un temps fou à se planifier. Est-ce que c'est la faute de l'immigration? À la DPJ, les inconduites sexuelles, l'omerta, les approximations puis les mensonges devant les tribunaux. On dira ce qu'on voudra, mais ce n'est pas l'immigration le problème. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement reconnaisse enfin qu'on est devant une crise des services publics et qu'on ne parviendra pas à changer le résultat avec la même recette, soit plus d'argent, plus d'embauche, plus de contrôle et plus de bureaucratie? Est-ce que l'imputabilité, l'évaluation de la performance, l'efficacité deviendront enfin la norme de ce gouvernement? Connaissez le règlement? Pas de bravo. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Bien, merci, Madame la Présidente. Ça va permettre d'exposer encore une fois la démarche qu'on a entreprise cette année et pour les années à venir, qui est une démarche qui est à la fois budgétaire, mais également d'efficacité, d'optimisation des services de l'État. Cette démarche-là et ces principes-là, on les revoit dans toutes nos actions. On les voit dans les négociations qu'on fait avec les différents syndicats, dans nos employés. Qu'est-ce qu'on demande? Plus d'efficacité, plus d'agilité, plus de souplesse pour rendre de meilleure façon plus de services à nos citoyens. Et c'est la même démarche qu'on fait présentement, que ce soit dans le budget 2024 ou dans les budgets à venir, c'est-à-dire, oui, on doit trouver une façon de revenir à l'équilibre budgétaire, comme l'a annoncé mon collègue aux finances lors du dernier budget, et naturellement, le résultat de la démarche sera déposé lors du prochain budget, mais on doit en profiter également pour revoir l'efficacité des services de l'État, optimiser les services de l'État et comment on peut aussi rendre la vie des citoyens beaucoup plus simple dans ses interactions avec l'État. Et on aura le plaisir, à chaque semaine, on fait des annonces. On en a fait en agriculture, on en a fait dans le domaine de la chasse, la pêche, la faune, dans le domaine des permis de conduire. Donc, on est sur le dossier et on continue de progresser, Madame la Présidente. Première complémentaire. Dans l'examen des dépenses, il y a les dépenses fiscales. On va voir des résultats parce que la Chaire de fiscalité et finances publiques dévoile d'ailleurs aujourd'hui certaines évaluations des dépenses fiscales. C'est transparent. J'aimerais la même chose, évidemment, pour les dépenses de programme. Je comprends qu'on devra attendre seulement en mars prochain. Est-ce que j'aurais dû rajouter la transparence au qualificatif qui devrait caractériser le gouvernement? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui, alors, je dirais que le terme avec lequel je suis d'accord dans la question de mon collègue, c'est le mot transparence. Et la transparence, on la vit à chaque fois qu'on dépose le budget, qu'on dépose les cahiers de crédit, qu'on dépose la stratégie de dépenses du gouvernement. Et cette transparence-là, elle va continuer à être mise de l'avant au dépôt du projet budget. Cette transparence-là, on la vit également quand on vit les 200 heures d'études de crédit où mes collègues de l'opposition ont l'occasion de nous poser des questions sur les crédits passés, sur les crédits futurs. Cette transparence-là, on la vit présentement dans la période de questions. Alors, on travaille sur la façon dont on va arriver à l'équilibre budgétaire et on sera transparent en mars. Deuxième complémentaire. En matière de transparence, moi, j'essaie de comprendre
comment, parfois, quand on arrive au gouvernement, on ne fait pas ce qu'on a dit dans l'opposition. En termes d'imputabilité, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique avait déposé dans l'opposition le projet de loi 992 afin qu'un sous-ministre ou un dirigeant d'organisme soit imputable de l'efficience de son ministère ou organisme. Est-ce qu'il considère que cet objectif, maintenant qu'il est au gouvernement, est atteint? La réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, leader du gouvernement, Madame la Présidente, ici à l'Assemblée, il y a une reddition de comptes. Ce qu'on vient de faire aujourd'hui avec la présidente du Conseil du Trésor, c'est justement les députés d'opposition, dans leur rôle de contrôleur de l'action gouvernementale, peuvent poser des questions avec des réponses qui sont complètes par les membres du gouvernement. Donc, on a eu la démonstration encore aujourd'hui de l'ensemble des dépenses. Probablement que ça fait souvent pas... ça ne répond pas à ce que l'opposition voudrait, parce que tout ce que l'opposition voudrait ces temps-ci, c'est de salir le gouvernement et faire en sorte de salir des hommes et des femmes qui décident de s'investir, Madame la Présidente, pour aider les enfants notamment. Alors, Madame la Présidente, je pense que vous avez une question. Monsieur le leader du gouvernement, je vous ai laissé aller, vous avez suffisamment d'expérience. Retirez le terme que vous avez employé. Vous savez que vous êtes allé un petit peu trop loin. Retirez-le et il vous restera 6 secondes. Madame la Présidente, je le retire. retirez? Constater ce que Québec solidaire a fait, qui prône la désobéissance civile, puis leur comportement sera jugé par les Québécois, Madame la Présidente. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.